Est-ce que les Russes étaient au courant de cette opération? La question qui s'est posée concernant cette offensive vers Koursk a été de savoir si les Russes l'avaient laissé faire ou avaient été vraiment surpris dans cette affaire. Or, lorsqu'on observe le déroulement des événements avant le 6 août 2024, donc avant le déclenchement de l'opération ukrainienne, on s'aperçoit que les Russes ont retiré des forces de la région de Kherson, et en particulier des éléments où la brigade, la 810e brigade d'infanterie de marine, qu'ils ont retiré du secteur de Kherson pour l'amener dans la région de la centrale nucléaire de Kourchatov, ou bien qu'on appelle plus communément centrale nucléaire de Koursk. Et puis ils ont positionné le groupe d'intervention Akhmat, qui est le groupe d'intervention tchétchène, c'est un élément de la garde nationale, dans nos médias on réfère surtout comme étant d'une milice tchétchène. Ce n'est pas une milice, c'est une partie de la défense territoriale de la garde nationale russe, et qui a été positionnée dans le secteur de Koursk. Donc ça veut dire en clair que les Russes ont compris qu'une offensive allait se dessiner dans cette région. Les Ukrainiens ont préparé cette offensive avec un groupe relativement réduit. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les Russes n'ont déployé aussi dans cette région que finalement des effectifs relativement limités. Et c'est juste après le lancement de leur offensive, les Ukrainiens ont très rapidement retiré les troupes du Donbass pour les amener dans la région de Koursk. Et c'est peut-être pour ça que quand on voit, enfin c'est pas peut-être pour ça, c'est la raison pour laquelle quand on voit les communiqués de l'état-major russe, on voit que les premiers signes ou la première offensive, les Russes ont perçu ou détecté environ 1000 à 1200 hommes, mais que très rapidement on est passé à 8000, 9000, voire jusqu'à 11 000 hommes. Tout simplement parce que, probablement pour des raisons de discrétion, les Ukrainiens sont partis avec une force relativement limitée, et très rapidement ils ont amené des ressources pour essayer de renforcer le secteur de Koursk. Alors pourquoi ce secteur n'a pas eu le succès escompté, malgré qu'il était en fait relativement dégarni? Et on sait qu'il est dégarni parce qu'il l'est depuis longtemps, puisque en avril 2023, les documents qui ont été fuités des renseignements américains, montrent que la densité de troupes russes qui faisaient face aux Ukrainiens dans le secteur de Koursk était finalement la plus faible densité de tous les autres secteurs. Il y avait le secteur de 3 directions d'attaque possibles pour la contre-offensive de 2023, de contre-offensive ukrainienne. C'est le secteur de Kherson, le secteur de Zaporozhye et le secteur compris entre Belgorod et la frontière bélarusse, dont le centre se trouve à Koursk. Et dans ces 3 secteurs, eh bien, la densité qui était la plus favorable aux Ukrainiens était en fait le secteur de Koursk. Pourtant, la contre-offensive ne s'est pas faite dans le secteur de Koursk. Pourquoi? Tout simplement parce que le secteur de Koursk, qui a été attaqué par les Ukrainiens le 6 août, est une zone, en fait, ce qu'on appelle militairement un terrain d'infanterie, c'est-à-dire fortement vallonné, fortement boisé, avec relativement peu d'axes qui le parcourent, et des très petits villages. Donc c'est une zone très peu urbanisée, relativement mal pratique pour les grandes opérations mécanisées. Or, les Ukrainiens voulaient faire une opération mécanisée, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans le secteur de Rabotino, si vous vous rappelez bien, en juin 2023. Et les Russes, eux, eh bien, n'ont probablement pas non plus fait des mesures de défense énormes dans ce terrain, parce que c'est un terrain justement relativement difficile d'accès pour des grandes opérations mécanisées. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe aujourd'hui, en septembre 2024, c'est que les Ukrainiens qui ont attaqué avec des chars et des véhicules blindés, ont été limités, le mouvement de ces véhicules a été limité aux routes.
puisque pratiquement on ne peut pas en sortir à cause de la géographie. Et par conséquent, ces matériels ont été détruits. Et après un mois d'offensive dans la direction de Koursk, les Ukrainiens ont perdu environ 500 véhicules blindés et environ 80 chars de combat. Et on voit aussi que la nature de ces chars montre que les Ukrainiens ont un peu raclé les fonds de tiroir pour les avoir, parce que parmi ces 80 chars, on a des M1 Abrams, d'anciens chars revalorisés d'origine tchèque ou polonaise, donc d'anciens chars russes, on a des léopards, enfin on a un peu une espèce pour faire un mauvais jeu de mots, une sorte de salade russe de véhicules blindés qui montre qu'il n'y avait pas d'unité opérationnelle pour ces chars. Les capacités étaient très disparates et vraiment on a raclé les fonds de tiroir pour faire cette offensive. Or, ces matériels maintenant sont détruits et manquent dans les zones où on pourrait les utiliser, à savoir dans la région qui aujourd'hui soutient ou supporte l'essentiel des combats de la part des Russes, c'est la région de Pokrovsk, n'est-ce pas? Et on y reviendra. Donc voilà pourquoi cette offensive de Koursk, dans son idée, n'était pas mauvaise dans l'idée stratégique, mais la stratégie n'a pas pu être mise en cohérence avec les moyens disponibles. Et là,